Mathieu, Amir, merci de nous rejoindre aujourd'hui à Strasbourg avec ce qui est, Mathieu, ton 3e long métrage, Gueule Noire. Le film a été présenté au public pour la première fois hier soir. On a pu voir qu'il suscitait d'emblée un certain enthousiasme. Est-ce que tu penses que le fait que le film s'inscrive aussi dans une certaine culture et un certain patrimoine ici en France, est-ce que tu penses que ça a un lien avec l'attente du public ? Oui, alors je pense pour le coup c'était vraiment quelque chose de voulu à la base, d'ancrer. C'est mon 3e film, c'est le premier qui est vraiment ancré dans ce que je suis, un Français, entre guillemets, de parler du patrimoine, de la France, etc. Parce que mes 2 premiers films étaient volontairement, et pour plein d'autres raisons, le premier en anglais, le deuxième un peu moitié et pas de référence sur l'endroit où ça se passe. Là, on est vraiment ancré dans quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'est de parler d'une période de notre histoire française qui n'est pas beaucoup traitée. C'est-à-dire que si on parle des mines, on va tout de suite penser à Germinal, on est un siècle avant. Les mines, les années 50, qui est un moment hyper important en plus dans l'exploitation minière en France, puisque c'est là où on commence à avoir les recrutements nord-africains. On arrive dans ce qu'on appelle la fin des gisements faciles, c'est-à-dire qu'en gros, fallait descendre encore plus profond. On arrive aussi dans une post-révolution mécanique et industrielle de la mine. On n'est plus à la pioche, ou dans de très rares cas, on est avec des marteaux-piqueurs, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Je pense que... Alors, est-ce que ça crée l'attente ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être l'intérêt de dire, tiens, le film assume de raconter quelque chose qui est lié à notre histoire française, un film d'époque en plus. Donc oui, j'espère que les attentes seront comblées. Mais en tout cas, oui, on sent qu'il se passe quelque chose autour du film, donc c'est très cool. Même si un postulat social et historique, ça reste un vrai film de monstre, je crois qu'on peut le dire. En tant que comédien, est-ce qu'un film de monstre, c'était un rêve de gosse, ou est-ce que ça faisait pas forcément partie de tes envies ? Alors, un rêve, oui, à un moment, mais c'est pas des opportunités qui se présentent souvent en France, je trouve. Le film de genre, il est difficile à monter, il est difficile à financer, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup d'occasions d'avoir des scripts à lire pour qu'on nous propose déjà ce genre de film. Au fond, personne pourrait refuser de jouer dans un film de genre, dans un film de monstre. En effet, ça nous rappelle des choses. Mais ce qui m'a d'abord plu, ce qui m'a été présenté d'abord par Mathieu, c'est le côté aventure. Parce que le film, il commence pas d'emblée avec une histoire de monstre, sans trop spoiler, pour ceux qui l'ont pas vu. C'est d'abord une histoire sociale. On est dans un contexte, un recrutement, on est dans les années 50, et ensuite on arrive dans un autre genre, on va dire, le film d'aventure, un groupe qui se constitue, et ensuite on bascule dans une troisième étape dans le film de genre, et on est uniquement que dans le film de genre. Donc en fait, dans les 3 étapes, j'ai été conquis. Ce qui m'a été proposé de lire dès le départ, donc le script et la manière dont Mathieu me l'avait présenté, c'était plutôt d'abord une aventure. Et ensuite, il a amené le côté genre, le monstre. Genre que je ne connaissais pas. C'était la première fois que j'abordais. Donc je ne pouvais pas dire que j'arrivais avec une expérience que je connaissais un petit peu, que j'avais des références. Les références, c'est Mathieu qui me les a données. Donc on a regardé, j'ai lu, je me suis renseigné. Et ensuite, je me suis laissé embarquer. C'est de l'interprétation, mais dans un autre univers. Mais en tout cas, c'était la première fois que je me jetais dedans. Et j'y suis allé tête baissée. Au-delà du très beau personnage d'Amir, c'est aussi vraiment un film où on ressent pour le cinéaste des envies de comédien, parce que tu vas chercher finalement des visages identifiés, mais plus forcément très visibles sur un écran de cinéma. Il y a Samuel Le Bihan qui est un comédien qui a beaucoup travaillé dans le cinéma de genre. Il y a Philippe Torreton qui est une vraie figure du cinéma des années 90. Jean-Hugues Anglade qui est un comédien qui traverse les époques. T'as comblé des envies de cinéaste en allant travailler avec ces gens-là ? Complètement. En fait, l'idée, c'était vraiment de mélanger 2 générations et d'aller chercher ces gueules qu'on a tous aimées. On a plein de films qui viennent en tête dès qu'on cite ces noms, que ce soit Samuel, Jean-Hugues Anglade, Philippe Torreton. On a plein de flashs en fait, de cinéma qui arrivent. Mais effectivement, des gens qu'on voit moins aujourd'hui, et pourtant qu'on a tous aimés. Et en fait, de les confronter à cette nouvelle génération, en tout cas génération, parce qu'ils ont déjà aussi fait plein de choses, mais une génération montante, on va dire. Donc c'est deux opposés, et c'est un peu l'histoire du film aussi. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Alors j'imaginais pas qu'ils diraient tous oui, mais donc c'était vraiment un honneur de travailler avec tout le casting.
et de mélanger tout ça, et ça crée une dynamique hyper importante. Ce qui est hyper important aussi quand on fait un film de groupe, on peut prendre les meilleurs comédiens du monde, il faut aussi qu'ils s'entendent ensemble, qu'il se passe quelque chose en fait. Et on va dire que j'ai eu une certaine appréhension jusqu'à la première lecture. Parce que la première lecture, en fait, a montré que le groupe fonctionnait, ça a placé des choses, on a réécrit un tout petit peu en fonction d'ailleurs des réactions, des comportements. Et il y a déjà des choses, je me souviens, qui se sont créées par exemple entre, je crois, Thomas Oliveres, Marc Rizzo. Oui. Il y avait des petits trucs de « Ah tiens, c'est marrant », ils se faisaient des petites vannes. Ça, du coup, la complicité de ces deux personnages, bah, je l'ai un peu étendue au script. Voilà, des petites choses comme ça. Et on commençait à sentir un petit peu les gens se mettre en place en fait. Mais voilà, c'est toujours voilà. Au début, on fait une liste de casting. Mais ce qui est vraiment flippant quand on fait un film de groupe, c'est est-ce que l'alchimie va prendre et en plus, ils sont 7 pendant une grosse partie du film ensemble sous terre. Donc c'était hyper important. Et je suis super content parce que ça a fonctionné du feu de Dieu, quoi. Donc on peut imaginer que c'est plus simple d'être dans quelque chose de très minimaliste, à savoir énormément d'obscurité. Et j'imagine que c'est pas la réalité du tout. Non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, dès qu'on est sous terre, le parti pris de Alain Duplantier, le chef opérateur, ça a été de dire on va tout éclairer uniquement avec les lampes des casques. Sauf que les lampes des casques, c'est pas une lampe comme ça qu'on a pris. Il a fallu les fabriquer. Parce qu'en fait, c'est des lampes de cinéma qui donnent un certain aspect à l'image, qui ont 2 modes de fonctionnement contrôlables à distance, qui peuvent être dimmés. On peut changer l'intensité en live sur 7 casques en même temps, le tout contrôlé sur un iPad. Donc souvent, c'est ce que je disais, quand on a Amir qui discute avec Samuel, qui lui dit, tu sais, il faut qu'on l'arrête, etc. Machin. Ce moment très posé, dans le noir, tout ça. En fait, dans les coulisses, il y a un gars qui est comme ça sur son iPad. Parce qu'en fait, il est censé être... Ok, là, il tourne la tête vers lui, donc je vais diminuer un peu pour que le visage reste bien éclairé, bien visible. On demandait aux comédiens de faire presque de la lumière, en fait. Dire, voilà, quand tu le regarde-le 2 cm plus bas. Ce qui est très dur pour eux, parce que moi, je supporte pas quand la technique impose aux comédiens des limites. Mais là, c'était pas vraiment le cas. C'était plutôt d'expliquer un cadre et de dire, voilà, si vous jouez le jeu... et il va falloir être là tout le temps, c'est-à-dire que c'est tout bête, hein, mais on va dire oui, c'est quand un comédien parle, on fait un gros plan, je fais un gros plan d'Amir, s'il parle à Samuel, évidemment que, à moins que les acteurs soient pas sympas, et ça arrive, il donne la réplique off. Mais là, il fallait le faire pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il fallait, en plus d'avoir Samuel en off, par exemple, quand je filmais Amir, il fallait aussi avoir les autres qui éclairent. Donc, alors des fois c'était les comédiens, des fois pour des raisons pratiques c'était un assistant qui avait la lumière, mais qui refaisait la prise d'avant. On est dans un truc extrêmement complexe. Et l'idée, c'est que ça se voit pas. Et c'est le cinéma, c'est ça. Hein. C'est que personne ne doit se dire, tiens, voilà, tout le monde se dit, bah oui, ok, on voit. Et en fait, c'était impressionnant. Si on enlevait, on baissait cette lumière, on voyait rien du tout. Donc et on doit trouver un espèce d'équilibre entre qu'est-ce qu'on montre, est-ce qu'on éclaire d'une certaine façon, est-ce qu'on éclaire un petit peu. Et en même temps, si c'est pour qu'on se rende pas compte du décor, on aurait pu tout tourner en studio, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas un plan qui a été fait sur fond vert. Tout est fait sur place et c'était hyper important pour nous, mais voilà, c'était un vrai challenge. Ce qui veut dire que quand vous avez 7 comédiens, 4 ou 2, c'est pas la même lumière. Bien sûr. Ça éclaire pas de la même façon le décor, etc. Donc c'était un vrai challenge. Et si on rajoute à ça le fait que pour bien découper les halos de lumière et tout, il fallait en permanence de la fumée. Ah oui. Ça rajoute encore un petit truc pour les poumons, c'était sympa. Ah, il y en avait. Hein, il y en avait. Voilà. Et du coup, Amir, qu'est-ce que ça rajoute justement de ne pas faire le film en studio pour un comédien, de se retrouver dans un contexte qui apporte comme ça un naturalisme? C'est du luxe, parce que c'est des choses en moins à jouer. Malgré le fait qu'on puisse tourner dans un studio, n'enlève pas le fait qu'on sache qu'on est en train de tourner dans un studio. Je m'explique. C'est 2 approches complètement différentes. Pour moi, le studio, les 2 premières prises, par exemple, elles sont pas encore là. Parce qu'on sait qu'il y a du polystyrène, derrière le polystyrène, il y a du bois, que juste derrière, il y a quelqu'un qui se fait un café, et c'est pas la même ambiance. Là, il faisait froid. C'était humide. On se mouchait du noir entre les prises, vraiment. On respirait des choses, plus la fumée, plus la lumière, plus le noir. De toute façon, la lumière de nos lampes, mais on coupe les lampes, on ne voit plus rien parce qu'on n'était pas à l'entrée de la mine. On était au fond de la mine. On ne peut pas sortir, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de toki, on est coupé. Donc quand on fait ce film, on est coupé.
On est coupé du reste de l'équipe, on est coupé de ceux qui sont au HMC, on est coupé de tout le monde. On tourne notre film et on sort. Et quand on sortait, c'était vraiment ça. C'était putain, la lumière, quoi. Et c'est des choses en moins jouées parce que entre les prises, on en a fait des prises. Parce qu'il fallait que Mathieu, quand c'est pas ça, et c'est très bien. Parce qu'il faut qu'on trouve la justesse de chaque prise. Mais avec le décor, il était tellement dur que ça nous tendait tous. Et le fait d'être enfermé aussi, ça tend. Donc en gros, il y avait plein d'émotions qu'on n'aurait pas pu recréer dans un studio. Ou alors, il nous faudrait 4 fois le budget pour tourner 4 fois plus longtemps et faire 60 prises pour trouver vraiment le stress du corps. Le stress sur le visage, il est facile à créer, mais le corps, quand il est vraiment tendu, qu'on a froid, qu'on colle, qu'on est machin, on le vit vraiment. Donc c'est des choses en moins à jouer parce qu'on les vit réellement en ce moment-là. Et ça, c'est du luxe. C'est vraiment du luxe, cette mine-là. Ça a été du plus. Mais c'est beaucoup de challenge sur le coup. Et Mathieu, pour toi, c'est la première fois finalement que tu te confrontes aussi à un film de groupe, à un film de troupe presque. C'est comme ces films de guerre des années 50 où en fait c'est les films de troupe, des mecs qui apprennent à vivre ensemble et qui se perdent les uns les autres. C'est une dynamique complètement différente finalement des films très intimes que tu as fait jusque-là, avec finalement soit un duo amoureux, soit un personnage tout seul. Ouais, l'idée, alors ça part d'une envie aussi de passer une étape et de me mettre en danger. Moi, j'aime me mettre en danger sur chaque film, donc de monter une marche, mais si possible 3-4 d'un coup. Et là, je me suis dit, ok, on va passer à un truc, c'est que je vais avoir Là, je suis parti sur un film où j'ai des comédiens français dirigés en français. L'air de rien, c'est un peu la première fois sur tout un film, puisque Merde, c'était un peu un mix des deux, puis c'était un film très très concept. Et l'idée, oui, d'un film, c'est exactement l'inspiration du groupe. Ces films de guerre des années 50. On est vraiment sur cette logique-là, avec un espèce de cliché au départ sur, bon bah voilà, il y a l'espèce de petite teigne un peu raciste, enfin un peu beaucoup même. Il y a le chef de groupe un peu buté, il y a le gros qui est un peu marrant, enfin voilà. On rentre dans cette logique de très vite identifier qui est qui, ce qui est très difficile dans les films de groupe en fait. Il faut toujours avoir une facilité à identifier qui fait quoi. Chacun a un rôle, il y a celui qui fait exploser, il y a celui qui s'occupe du cheval, etc. Donc dans les films de guerre des années 50, on a toujours ça. On a le mec qui faisait exploser les ponts, on a cette logique-là, le chef de groupe, etc., la jeune recrue. Ouais, moi c'est parti de cette envie en fait de me mettre un gros risque et en même temps c'est le film où j'ai pris le plus de plaisir en fait à diriger les comédiens. Ils ont tous en plus une façon de travailler différente. Ça pourrait ne pas être le cas, hein. On pourrait se retrouver avec un film où il y a en gros, la moitié des comédiens bossent comme ça, l'autre moitié comme ça. Là, chacun avait sa façon de travailler. C'est à la fois passionnant et toujours risqué parce qu'on met un peu de temps à comprendre, ok, lui fonctionne comme ça, lui fonctionne comme ça, lui c'est pas la peine de... La chance que j'ai en fait, c'est que je suis pas tombé sur un cas de figure où en gros, et ça a été le cas peut-être sur mon premier film par exemple, où en fait il y en a un qui donne tout dans les 2 premières prises, et l'autre en face qui lui met 5-6 prises, il n'y a pas de différence de qualité, c'est juste une façon de travailler différente. La chance que j'ai, c'est qu'ils sont tous bons dès le début et qu'on peut juste aller chercher des choses, faire des impros pas mal aussi, on a pu improviser un peu sur plein de trucs. Moi je suis vraiment dans le partage avec les comédiens et l'idée c'est de leur dire le script sera fini quand le film sera fini. Et qu'on est sans cesse dans remettre en question les personnages. Moi je les laisse vachement rentrer, mettre d'eux dans les persos. Et si Amir vient me voir en me disant écoute cette phrase là je la sens pas alors qu'en lecture je la sentais, à la lecture du script je la sentais, là je trouve qu'il y a un problème, qu'est-ce que t'en penses, viens on discute, on essaye autre chose. Je lui dis donne-moi la mienne, donne-moi ma prise, mais après fais ta version. Et c'est arrivé d'ailleurs qu'au montage je me rende compte que c'est eux qui avaient raison. Voilà, c'est un truc mais oui on va dire que sur l'idée d'être comme ça en groupe et de faire un film de groupe, ouais c'était un bon challenge, mais j'avais vraiment envie d'essayer ça, et je pense que c'est peut-être un des... En termes de direction d'acteur, bon, il n'y a pas grand-chose à faire quand on a des rôles comme ça, mais c'est un plaisir en fait, parce qu'on s'amuse, on est vraiment comme dans une troupe, et effectivement, on est là, on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent. Et... Oui, c'est vraiment ce côté troupe en fait. On en parlait tout à l'heure avec la lumière, tout le monde est dépendant de tout le monde, et pourtant l'histoire raconte exactement l'inverse. Chacun pour soi, c'est de la survie. Au bout d'un moment, c'est de la survie. Et pourtant, nous, quand on le tournait, on était tout le temps disponible pour le camarade. Et je pense que ce qui était intéressant, en effet, c'est qu'on avait tous une façon de travailler.
Et comme on était des fois 4, 5, 6 dans le plan, il suffit qu'on commence sur Samuel. L'autre qui lui peut-être démarre un petit peu au bout de la 3e prise, il se chauffe entre temps parce qu'on ne l'a pas, on est sur l'autre, donc il peut déjà chauffer, c'est comme s'il il avait le droit à des répétitions gratuites et en fait on est sur... Et ensuite on revenait sur lui et puis c'était bon et combien de répliques sont passées à d'autres, tiens c'est mieux que tu le dises toi et tout. Beaucoup. Ça, c'est un truc très très rare qu'un comédien, et c'est arrivé plein de fois de dire mais en fait prends ma réplique, prends-la toi parce que clairement dans la dynamique c'est plus logique que ce soit toi. Alors et puis c'est d'habitude, cool. un comédien ne dira pas ça, dira pas pour. Garde tes affaires. Voilà. Là, il y avait vraiment cette idée de dire non, mais en fait, vas-y, prends ma réplique, c'est mieux parce que moi, comme ça me permet de jouer plus sur le regard et qu'en fait, et ça, c'est quelque chose moi que j'ai vraiment apprécié de voir cette envie de travailler pour le groupe. En fait, très vite, ça a été quelque chose où chacun pensait au groupe. Alors oui, entre l'environnement qui est compliqué plus cette dynamique. Bon, ça pouvait aussi créer des tensions, il y en a eu sur le film, mais elles sont positives parce qu'elles sont pour le film à chaque fois. Dès qu'il y avait des tensions, c'était parce qu'on jouait des scènes de tension. Il faut la maintenir cette tension. Il faut la garder, il faut pas redescendre. Et ça a donné des moments dans le film super qu'on a gardé, des trucs pas forcément prévus. Oui, il y a beaucoup d'accidents qui sont utiles. Il y a des tournages plus légers où entre 2 prises, pendant qu'on change d'axe, on déménage tout parce qu'on va se mettre au droit, tu sors. Le petit fume une clope, on papote, tiens regarde, je me suis acheté ça sur le bon coin. Enfin je veux dire, on déconnecte, mais là on ne pouvait pas déconnecter, donc on restait dedans. C'était vraiment ça, on ne pouvait pas ressortir. Ouais, leur petit, on va dire que dès qu'ils avaient fini de tourner, ils passaient l'angle d'un couloir et ils se retrouvaient dans une salle qui était l'équivalent, c'est-à-dire du calcaire, froid, humide, une pauvre chaise et une bouteille d'eau. Donc en fait, ils restaient dans cette ambiance-là. Souvent, toi, je t'ai vu partir et rester dans ton perso. Et partir et dire et hop, on revient. Après, comme tout était, le parti pris, c'était qu'en dessous, tout était en caméra portée. Mais pas de la caméra portée. Alors, c'est pour ça qu'Alain, c'est lui qui a fait À bout portant, qui est un peu une référence de la caméra portée. La caméra portée, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a l'effet caméra portée, comme ça, que je ne supporte pas. Le côté, c'est pour rendre ça plus vivant. Dans le film, on s'en rend même pas compte que c'est en caméra portée permanente en dessous. Parce que la caméra portée, pour les comédiens, c'est un rapport intime avec le chef-op ou le cadreur. Ça dépend de... Voilà, c'était Alain qui cadrait. Mais du coup, parce qu'en fait... il va aller chercher sur un profil, aller regarder pendant la prise, il va peut-être aller ailleurs. Des fois, il se plantait, il allait ailleurs et puis ça marchait pas. Mais c'est ce rapport hyper intime aussi qu'il y a avec la caméra. Moi, c'est quelque chose que j'essaie. Je suis rarement en combo. Je suis souvent avec les comédiens, avec la caméra. On est dans cette intimité. Moi, c'est un truc que diriger les comédiens, c'est vraiment ce que je préfère. Et c'est même pas diriger. Le mot est un peu, je trouve un peu galvaudé parce que. C'est du travail, c'est du partage, on construit ensemble en fait. Donc je trouve ça juste fantastique. Alors quand il y a 7 comédiens et qui sont tous comme ça, c'est un plaisir. Ce qui est très impressionnant, c'est d'imaginer qu'en fait, finalement, vous ayez pu vous concentrer là-dessus dans un film sur lequel le dispositif paraît super compliqué, entre effectivement le problème de lumière et le film que c'est aussi le fait que c'est aussi un film de créature, quoi. C'est aussi un film fantastique, il faut gérer ça quand même aussi, la peur, les effets, etc. Mais tout ça, ça paraît extraordinairement ambitieux. Vous avez combien de jours de tournage ? 38, dont, si je dis pas de bêtises, 28 ou 29 sous terre. Mais sur 2 pays. Ouais, on a tourné au Maroc quelques jours. Okay. Dans le Nord, une dizaine de jours. Le gros, c'est la grotte. Et tout le reste sous terre, en fait. Ouais. Et en une fois. C'est-à-dire qu'à la suite, on ne s'est pas arrêté, en fait. On aurait pu faire une partir au Maroc pour respirer un peu, revenir. Ouais. Et non, on a enchaîné 5 semaines complètes, 5 semaines et demie, sous terre. Où on arrivait le matin, il faisait nuit. On rentrait. Et on sortait le soir, il faisait nuit. C'était vraiment ça, c'était les journées courtes de l'hiver. On avait ce moment pour le déj où on sortait enfin. Ouais. Personne ne voulait prendre la voiture, tout le monde voulait marcher, c'était à 10 minutes. Prendre le soleil quelques minutes. Mais non, ça a donné quelque chose. Ouais, ça a produit quelque chose. Ce décor, il a vraiment produit quelque chose. C'était une expérience assez dingue. Ouais. Les comportements, à partir du moment où ils sont modifiés, c'est qu'il y a une influence. Parce qu'ils étaient vraiment modifiés. Et beaucoup de fatigue. Fatigue, c'était quelque chose. On se blessait parce que du coup, quand on est fatigué, on est moins attentif. On fait moins attention. Donc on se blesse, ça sert.
Parce que quand on s'est blessé et qu'on a encore mal au genou, bah, c'est super. Alors, vous étiez plein de bleus partout. Toutes les extrémités, parce qu'on se met par terre et on recommence la prise. Parce que voilà, l'histoire des lumières fait aussi que le jeu c'est une chose, mais des fois techniquement, il faut qu'on ait le bon axe. Parce que la lumière, des fois, elle tapait. Moi, je tapais sans m'en rendre compte avec mon casque. Il suffit qu'il bouge un peu trop. Souvent, il fallait remettre la lumière en place. Je suis pleine bille dans la cam, on ne voit plus rien. On les arrête vite parce que l'idée, c'est pas qu'ils fassent une super prise qu'on ne voit pas et qui ne sert à rien parce que cette énergie-là, il faut pouvoir la redonner. C'est compliqué. Mais après, pour répondre à la question plus sur comment on fait pour se concentrer sur ce genre de truc-là, sur un film quand même qui est hyper ambitieux, hyper technique, tout simplement en ayant une super équipe technique. Et c'est vrai que ce soit Alain, on a beaucoup travaillé en prépa, ce qui fait qu'en fait j'avais une confiance totale. C'était notre deuxième film ensemble. Je pouvais vraiment le laisser. On discutait du plan une fois, pendant la répète ou pendant la première prise. Et très vite, je pouvais partir avec les comédiens. Et toute l'équipe a été comme ça. Il faut savoir que, par exemple, là, on parle forcément beaucoup des comédiens, mais l'équipe aussi se retrouve dans un contexte difficile. C'est-à-dire que, comme tu disais, pas de talkie. C'est tout bête, hein, mais pas de talkie pour une équipe. Ça veut dire que l'info, elle passe comment ? Elle passe par, en gros, parce qu'en plus, non seulement on n'a pas de talkie, on est dans le noir, mais on ne peut pas tous être dans la même pièce. À part exception d'une pièce ou deux, les 3/4 du temps, quand vous avez 4 comédiens qui marchent dans un couloir sur 15-20 mètres, l'équipe, il faut qu'elle soit de l'autre côté, à gauche, et puis la maquilleuse doit venir faire repartir, il y a un souci, machin, etc. Donc tout ça, ça crée, il faut une équipe qui accepte, et on a été très clair avec eux dès le début, on leur a montré le lieu. On est allé avec l'équipe, les chefs de poste, et on leur a montré ce lieu qui est très humide, c'est du 80% permanent d'humidité, c'est 12-13 degrés en permanence, matin, midi, soir, parce que ça ne bouge pas. C'est beaucoup de fumée, beaucoup de poussière. On leur a dit, d'ailleurs, tout le monde était un peu sous traitement, parce que quand on tombe malade avec 80% de taux d'humidité et à 12-13 degrés, on reste malade. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de gens malades et qui n'arrivaient pas à se soigner. Pour se soigner, il fallait qu'ils partent 3 jours. C'est arrivé 2-3 fois, des gens qui ont dû partir, se faire remplacer 3-4 jours pour revenir sains. Parce qu'en fait, voilà. Donc en fait, tout ça, ça va, c'est pas non plus Apocalypse Now, hein, mais on est dans cette dynamique de... Alors pour les comédiens, c'est super, ça les aide. L'équipe, si elle pouvait être aux Bahamas pour faire le même film, c'est mieux. Donc eux, c'est différent. Il faut vraiment, pour le coup, comme tu disais, pour un comédien, très vite, il y trouve quelque chose qui va l'aider. Pour une équipe technique, c'est juste de la souffrance. Ça renvoie au cinéma des années 70, quand on n'avait pas le renfort des CGI, des effets spéciaux, quand ce qui était à l'écran, il fallait le filmer. C'est devenu très rare, c'est même... Attention, on parle de ce genre de film-là, attention, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment l'esthétique que je voulais donner au film, un côté très 70-80. Si on parle de films de genre, évidemment, on va parler The Thing de Carpenter, Alien, voilà, ce genre de truc. Dans ce côté, même les erreurs, les défauts, les petits trucs font partie de la magie de ce truc-là. Et notamment avec la créature, par exemple, c'est quelque chose qu'on a voulu très vite, de dire, ok, non seulement on va la voir en vrai, elle va être là. Alors il faut savoir que le seul effet spécial du film, c'est qu'on a effacé les 7 mecs qui, derrière, sont en train de la manipuler. Il n'y a personne dans le costume. C'est pas un costume avec quelqu'un dedans, à part pour quelques plans, les plans des mains, tout ça. Mais quand on voit la créature, c'est une marionnette, en fait. Et l'idée, c'était même que ça se voit un peu, c'est d'être dans cette esthétique très 80, de dire, voilà, les films que nous, on adore et ça leur donne même un charme aujourd'hui. Et la question, c'est très vite été arrêtée de dire, on ne rajoutera rien en VFX. On ne fera pas bouger les yeux, machin. L'idée, c'est qu'on assume que ce qu'on filme va être ce qu'on aura à la fin. Et ça, c'est quelque chose... Mais même pour les effets pratiques plus classiques, démembrement, enfin bref, sans spoiler le film, et de trucs un peu gore, on a dit, tout sera là. Tout sera fait sur le plateau, et c'est quelque chose auquel je tenais vraiment. Je l'avais déjà fait sur mes 2 premiers longs. Mais là, c'était vraiment pour ancrer le film dans cette vibe un peu... voilà, il y a tout ce qui est scénar et histoire côté années 50, mais tout ce qui est... c'est comme si dans les années 80, on avait fait ce film sur les années 50. C'était, dans mon idée en tout cas, c'était le parti pris. Ouais. L'étincelle à la base du film, c'est quoi ? C'est le film de troupe, le film d'époque, ou est-ce que c'est cette inspiration Lovecraftienne ? Ce que j'aime beaucoup chez Lovecraft et ce qu'il y a autour, c'est qu'avant l'univers étendu de Star Wars, il y a eu l'univers étendu de Lovecraft. C'est-à-dire que Lovecraft a écrit des chefs-d'œuvre, mais il y a toute une communauté autour de Lovecraft qui a étendu cette œuvre. Et en fait, on dirait que c'est comme si on avait le droit
de dire tiens, on peut, si on respecte les codes, il y a une mythologie des grands anciens, de plein de choses, où on peut se mettre dedans. Et moi, l'idée, c'était de dire tiens, moi qui suis un vrai passionné de Lovecraft, je vais essayer d'étendre un peu à mon petit niveau la mythologie, comme l'ont fait plein d'autres gens autour de Lovecraft. Et donc très vite, j'avais vraiment cette envie de faire un film ancré dans une époque et dans quelque chose de français, fondamentalement qui fasse partie de notre histoire. Donc très vite, je me suis dit, bon bah voilà, donc découverte de mythologie ancienne sous terre, quel métier, or archéologue, parce que c'est tout de suite pour le coup, très axé, c'est trop même Lovecraft, et puis c'est pas forcément français. Et là très vite, les mineurs de charbon, qui de mieux que des gens qui vont tous les jours en enfer, hein, à des fois 1000 mètres sous terre, pour trouver une civilisation ancienne. Donc très vite, hop, ça a dit, ah tiens, donc film de groupe, comme film de guerre ou certains westerns des années 50, cette vibes un petit peu... mais ramener à un truc français, plus la mythologie, tout ça c'est devenu une espèce d'évidence. Et surtout, ça c'était hyper important pour moi, c'est pas parce que le film est ancré dans une certaine réalité sociale qu'on doit prendre le genre, le pousser avec un bâton un peu de loin et dire c'est un prétexte. Moi c'était totalement l'opposé, l'idée c'était de dire quand on y va franchement. D'où l'inspiration années 80 sur tout ce qui est créatures, etc. L'idée c'était de dire non, on va y aller franchement. Et que les gens qui viennent pour ça, ils trouvent leur compte. Mais qu'il y ait aussi un attachement au personnage, qu'on ait pu développer les personnages. C'est un truc dans le genre qui se fait de moins en moins. Si on voit tous les grands classiques des années 70-80 de genre, ça prenait son temps de placer des personnages, d'installer des personnages. J'ai fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une interview pour les 50 ans de l'Exorciste. Donc j'ai revu l'Exorciste que je n'avais pas vu depuis quelques années. Et c'est incroyable puisqu'en fait, dans l'Exorciste, le premier élément surnaturel qui est le lit qui bouge de façon complètement illogique, c'est après 40 minutes de film. Et la rencontre entre Karras et Linda Blair, c'est 40 minutes encore après. Sur un film de 2 heures, c'est la 80e minute où on se dit tiens, ça y est. Et en fait, l'exorcisme en tant que tel, c'est les 15-18 dernières minutes. C'est vrai. Sauf qu'en fait, si tout le film se passe sur l'exorcisme, bah oui, ok, d'accord, vas-y, fais voir ton démon. Là, on est du côté des persos. Il y a un vrai attachement à la mère, à Karras, au père Mérine, à cette gamine. Et du coup, en fait, quand ça arrive, en fait, on a envie. Donc, à mon modeste niveau, je suis pas Friedkin, mais l'idée, c'était de prendre le temps, comme ça se faisait à l'époque, dans le genre, parce qu'aujourd'hui, ça se fait encore évidemment dans plein d'autres films, mais dans le genre, souvent aujourd'hui, on se dit, bon, bah voilà, maintenant le genre, c'est devenu un truc très... Il y a des vrais passionnés qui vont voir tous les films de genre, de toutes les nationalités, etc. Et moi, je voulais revenir à un truc où on prend le temps d'installer les persos, sans frustrer non plus, parce que l'idée, à la fin, c'est quand même que sur la dernière partie du film, d'y aller franchement. On en parlait tout à l'heure, Amir disait que c'est vrai que le cinéma de genre, tu reçois pas beaucoup de propositions parce que jusque-là, c'était quand même quelque chose qui était compliqué à monter en France. Cette année, au festival, on a eu la chance de montrer 4 films de genre français. Alors, il y a des choses très différentes, hein. Il y a du Bertrand Mandico, des propositions très singulières, et puis on a des vrais films tournés vers le public, comme Vermine ou Gueule Noire, justement. Est-ce que vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose ? Que finalement, cette fois, les institutions et une large audience sont prêts à vraiment entrer dans une nouvelle ère où le cinéma de genre devient un cinéma pas majeur, mais largement diffusé. Alors, je vais parler plus d'industrie, je te laisserai après parler de façon peut-être un peu plus artistique, entre guillemets. Mais sur la pure logique même, ça commence à faire quelques années maintenant. On l'a vu avec, on va appeler ça le cinéma de genre post-grave, en gros. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce il s'est passé plein de choses en même temps. Il s'est passé 3 trucs. Le premier, c'est grave en tant que tel, qu'on aime ou pas le film, a posé un jalon de dire à un certain public, à certains médias, à certains financiers, de dire le genre, ça peut être du cinéma dans le sens plus large. Ça peut toucher, c'est pas juste l'équivalent du porno, quoi. Parce qu'on était quand même dans un truc de dire porno, film d'horreur, on n'est pas loin, quoi. À part bien entendu je parle pas des gens qui aiment ça, hein. Je parle des gens qui regardent ça un peu de loin. Ça a créé un petit peu un truc de curiosité. Il y a un deuxième truc qui est l'arrivée des plateformes, qui l'air de rien a quand même foutu un peu le bordel pour tout le monde. Ce qui fait que du coup, on s'est demandé ce que voulait vraiment le public.
Et ça a ouvert la porte à tenter des choses différentes. Quelqu'un comme Guillaume Pierret, que moi j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup son travail, il en est au 3e balle perdue. Des films d'action en France, 100 € pas, il n'y en a pas des masses. Et je ne sais pas si sans les plateformes, il aurait pu faire ça. Ou le travail de Samuel Baudin aussi, etc. Bon. Donc tout ça, plus le truc qui est pour moi le plus important, c'est une espèce de changement de génération au sein des financiers, des producteurs, des distributeurs, où je prends souvent cet exemple sur Méandre, quand j'ai Nicolas Riel, le distributeur de Alba Film, au téléphone. La première fois qu'on s'appelle, ça dure 45 minutes. On parle 10-12 minutes de Méandre, du scénario, et 30 minutes d'Aliens de Cameron. C'est-à-dire qu'on est... Ça ne veut pas dire qu'ils vont dire oui tout de suite, mais ça veut dire que s'ils disent non, c'est souvent maintenant, c'est argumenté. Avant, c'était non, parce qu'en fait, non, mais vous êtes gentil, mais avec votre sous-cinéma, là, voilà. Et donc, en fait, on va dire que... Moi, j'ai vu la différence entre Hostile et Méandre. Quand je fais Hostile, le cinéma de genre en France, il n'y en a pas. Il n'y en a plus, parce qu'il y a eu la vague des French Frayeurs, bien sûr. Et quand j'arrive après avec Méandre, on est dans un espèce de moment où il y a eu plein de films de genre. L'année de Méandre, on est sorti en même temps que Le Dernier Voyage, il y a eu La Nuée, il y a eu Teddy, il y a eu tous ces films-là. Il y a eu plein de films de genre, des propositions très, très différentes. Et on va dire que du coup, depuis donc 2020-2021, bon, s'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait été encore mieux, il y a cette espèce de... Après, les films, ça met 2-3 ans à se faire. Donc forcément, c'est une inertie assez longue. Mais Vermine, par exemple, c'est un premier film. Donc ça veut dire, tiens, hop, une nouvelle voie dans le cinéma de genre français, là, dès maintenant. Moi, c'est mon 3e, donc on est dans une autre démarche. Coralie Farja, par exemple, qui fait Revenge, qui a son 2e film qui arrive bientôt. On est dans cette dynamique de nouveau... Romain Quiro, enfin voilà, on est dans cette dynamique de nouvelle génération, à notre modeste niveau, mais qui a envie de faire un cinéma de genre, et qui arrive à le faire en France. Mais qui arrive à le faire pas tout seul, grâce aux producteurs, aux distributeurs, aux financiers, l'aide au CNC du film de genre, qui a plein de défauts, qui est peut-être trop sur très peu de films, etc., mais qui existe. Elle n'existait pas avant. Bah maintenant, il y a 3 films tous les ans qui ont 500 000 € pour aider les films de genre. On sent qu'il se passe un truc. Ça fait quelques années maintenant. Du coup, il faut voir maintenant. Ce qui nous manque, c'est des vrais succès en salle. Quand je dis des vrais succès, nous, on a la chance que nos films aujourd'hui soient plutôt pas mal distribués. C'est-à-dire qu'à l'époque des French Frayeurs, à part exception près, avoir 100 copies, c'était chaud. Aujourd'hui, on est plus sur du 200, certains films, à 200, voire plus, de copies, ce qui permet d'espérer faire entre 100 et 300 000 entrées, quoi. Ce qui serait super. Voilà. Mais ce qui manque, c'est des vrais succès populaires. Tout le monde prend l'exemple du Pacte des loups, 5 millions d'entrées, puis le film que c'est. Mais ça fait 22 ans. Ben voilà, en fait, il faut arrêter de prendre... En plus, Christophe, quelqu'un déjà de passionnant, je crois que vous l'avez reçu l'année dernière. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est un cas tellement à part. C'est comme prendre Cameron pour dire, vous voyez que les choses... ça peut pas être... Et puis c'est un film qui a coûté de l'argent, et c'est un film qui a eu 1 an de tournage, qui est dans un contexte complètement fou. Presque, il faudrait faire un film sur le making-of. Voilà. Ce qu'il faut, c'est pas faire 5 millions d'entrées, mais c'est avoir un film de genre qui arrive à passer les 500, les 800 000, et que derrière, il y en ait d'autres, et ainsi de suite. Mais maintenant... On ne peut pas être dans cette démarche-là à partir du moment où le film de genre existe et il n'existait pas avant. Ça prend du temps. Ce n'est pas un problème de qualité, c'est un problème de quantité. Je m'explique. On a en France d'excellentes comédies parce qu'on a beaucoup de comédies. Et dans ces beaucoup de comédies, il y a plein de trucs nuls. Mais comme il y a beaucoup de comédies, en fait, il y a une espèce d'inertie et en fait, si on écrème, on a des pépites. Nous, avec 3-4 films par an, on nous demande d'être super. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup pour que dedans... Voilà. Ou alors, c'est comme si on nous demande de faire un... nous, on est un peu des snipers, quoi. On a 2 balles et puis il faut tirer... Voilà. Et eux, c'est de la grosse sulfateuse. Mais on arrive pareil dans un changement. On voit que la comédie française, en tant que telle, commence à c'est plus les mêmes comédies qui marchent. Aujourd'hui, c'est des comédies ambitieuses visuellement, souvent. Si on prend l'exemple de ce qui a marché à la reprise... ça a été Kaamelott, OSS, des trucs visuellement assez forts. Et aujourd'hui, c'est plus difficile de faire 1 million ou 2 millions d'entrées avec une comédie qui se passe dans une cuisine. Tant mieux. Tant mieux. Parce que je pense que le public commence aussi à s'éduquer à un certain... c'est plus le même public, tout simplement. Il n'a plus les mêmes référents. Il voit beaucoup de choses sur les plateformes, qui, même quand elles sont nulles, sont plutôt de qualité technique assez pointue. Donc en fait, on sent qu'il y a un petit changement là qui est en train de se passer. Et nous, on arrive pile au moment où, je pense,
on peut s'exprimer dans le cinéma de genre, et donc c'est une super nouvelle. Techniquement, on va dire, l'aspect financier, montage de film, on sait très bien que c'est un genre, c'est une catégorie assez difficile à mettre en place. L'image du sniper, je la trouve très juste, parce que le contre-exemple des comédies, il n'y a pas 50 films qui sortent pour en sortir derrière 5 de très très bien. Il faut que sur les 5 soient bons pour qu'on puisse dire ah ben ça va, ça marche. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. L'arrivée des plateformes aussi aide, mais n'aide pas non plus, parce que les plateformes, du coup, on en a beaucoup qui viennent de chez nos camarades Quinry, avec des budgets, c'est la folie. Nous, on peut faire 33 films avec ce qu'ils font avec juste un. Donc il y a une autre réalité, en fait. Et pour nous, je dis pour les acteurs, j'ai même autour de moi les copains, mon pote qui a fait Belle à Nuée, donc je connais, c'est une fois qu'on lui a proposé ça. Et ça fait peut-être 6-10 ans qu'il est sur le marché du travail, il travaille tout le temps, mais c'est la première fois qu'on lui dit tiens, truc ambitieux, machin. Il a eu la même réponse que moi, il a dit je ne connais pas, mais j'y vais. C'est la première fois qu'on me propose ça, c'est la première fois qu'on propose ça. On peut enlever le me, parce qu'on n'en voit pas passer beaucoup. C'est vrai que c'est très sectaire. J'ai l'impression que les mecs, quand ils montent leur film, ils ont tout de suite leur idée. Ils disent bon, lui il voudra jamais, lui son agent ne le laissera pas. Enfin, il y a d'autres réalités. Vous appelez des grosses maisons et vous lui dites j'ai besoin de tel et tel pour faire ça. Il va dire mais t'es fou toi ou quoi, tel et tel il est booké jusqu'à je sais pas quand, il va pas aller se taper ton petit truc de rigolo. Alors que lui peut-être serait ravi de le faire. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, ce petit rêve d'enfant là, si ça se trouve, lui, il fonce dessus. Et demain, il faut qu'il y ait plus de propositions pour qu'on ait plus d'opportunités, nous, de se retrouver sur des films, de se donner, et qu'il y en ait un ou deux qui pètent, parce qu'il y a une réalité aussi, il faut que ça marche.